Bonsoir, le 30 juin prochain, le Congo fêtera le 50e anniversaire de son indépendance. Le 30 juin 1960 a marqué la fin de 3/4 de siècle de colonisation belge. Nous vous proposons une émission spéciale depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Sans tabou et sans concession, nous verrons ce qu'était le Congo sous la période coloniale, le chemin parcouru depuis 1960, le rôle que la Belgique joue ou ne joue plus dans son ancienne colonie. Nous verrons tout cela grâce à des reportages des journalistes de la RTBF et nous en débattrons avec nos invités tout au long de la soirée. Séjour d'entraînement chez les Bernadettes. En ligne de mire, le grand défilé du 30 juin prochain à Kinshasa. Des majorettes au Congo, voilà qui était plutôt inattendu. Mais le résultat est séduisant, un véritable concentré d'énergie pure et de rythmes africains. C'est l'anniversaire du pays, on va fêter les cinquantenaires, le jour des jubilés. C'est ça qu'on va fêter, c'est ce qu'on prépare aussi comme des défilés, les chorégraphies pour montrer là-bas. Qui va venir ici? Le roi de Belgique. Et qui d'autre? Je ne sais pas encore si... Et c'est important que le roi des Belges vienne ici? Oui, c'est important parce que nous sommes colonisés. Colonisés, c'est chez les Belges. 1, 2, 3. 1, 2. Ok, jusqu'à combien? Jusqu'à 3. 6 à 7 heures de travail par jour, le programme est serré. Le 30 juin, c'est déjà dans quelques jours. Ok? Oui. Écoutez le tam-tam, écoute le tam-tam. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Pas d'approximation, pas de laisser-aller. C'est qu'il s'agit d'être à la hauteur des attentes et de l'événement. Il va falloir maîtriser la chorégraphie pour le défilé. Gauche, droite, gauche, 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 droite. Il y a des filles, il y en a 3-4 comme ça, qui n'arrivent pas à avoir le rythme. Ça arrive. Pourtant, c'est très rare pour les Africaines. Dans la tribune des chefs d'État et de gouvernement qui feront le déplacement au Congo le 30 juin, plus d'un devrait en tout cas être impressionné. Car les Bernadettes seront fin prêtes et elles pourront montrer leur talent au monde entier. Nous sommes donc à Kinshasa. Ici, nous sommes dans les jardins de la primature. La primature, aujourd'hui, c'est le bureau du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Mais jusqu'en 1960, c'était le palais du gouverneur général. C'était donc ici que se trouvait le siège de la plus haute autorité de la colonie. En 1960, il y avait près de 85 000 Belges au Congo. Aujourd'hui, ils sont à peine 4 500. C'est que des milliers de Belges ont quitté précipitamment le pays après les troubles qui ont suivi l'indépendance. 50 ans plus tard, certains ont voulu revoir ce pays, revoir l'ancienne colonie, retrouver ceux qui ne sont jamais partis. C'est un reportage d'Isabelle Eusel. Une photo? Oui. Un lettre. Nicole Debelle n'est pas une touriste comme les autres. Si elle est aujourd'hui à Kinshasa, c'est parce qu'elle y a passé les 12 premières années de sa vie. Aujourd'hui, elle est repartie sur les traces de son enfance. C'était il y a 50 ans et elle s'en souvient, comme si c'était hier. J'ai pris le train ici pour aller avec les scouts à Roucan quand j'avais 8 ans à Collet. Normalement, c'était vide, oui, c'était bien organisé, oui. Toute la journée dans ce bus, elle revisitera Kinshasa. Dans sa tête, les souvenirs défilent. Certains sont heureux, d'autres le sont moins. Arrivée au port, impossible de ne pas se remémorer cette journée de juillet 60. C'est le jour de la fuite, précipitée. Le matin même, elle ignorait encore qu'elle allait quitter le pays pour toujours. On devait fuir, toutes les femmes et les enfants, et les hommes devaient rester ici, on ne savait pas quoi. Alors vraiment, moi j'avais justement mon sac d'école, mon cartable, avec les cadeaux de ma confirmation. Comme tant d'autres Belges, Nicole Debelle est partie, d'autres ont décidé de rester. C'est le peuple le plus accueillant. Une bonne part de mon cœur est ici. Ils ont aussi pour moi les plus belles filles d'Afrique. Et je suis prêt à y mourir paisiblement. Deux hommes, deux vies totalement différentes, mais un même amour du Congo. En 60, Jeff Toft a déjà passé 6 ans à Kinshasa. Bonjour mes amis.
Il est alors à la tête de sa propre entreprise. Elle était située ici et pour lui à l'époque, pas question de partir. Je n'ai que de bons souvenirs. Et on a de bons souvenirs parce que l'argent qu'on gagne, soi-même, durement, ça a un bon goût. À la même époque, Léon de Saint-Moulin est un jeune prêtre fraîchement débarqué à Kinshasa et c'est là qu'il fait ses premières armes en tant qu'enseignant. 50 ans ont passé depuis. Armoire au trésor. Mais il a encore toujours la photo de sa classe de gréco-latine. Elle était composée en grande majorité d'enfants de colons. L'approche de l'indépendance n'était pas sans problème pour beaucoup de gens et tous ces enfants de colons étaient très difficiles. Ça, certainement que ce n'était pas des classes commodes. Et c'est parce que la vie n'était pas facile tous les jours que Jeff Utoft a construit sous sa maison un bunker. Tout y a été étudié dans les moindres détails pour tenir un véritable siège. Et je me suis dit, un jour, ce peuple va se soulever. Mais à ce moment-là, ça devient incontrôlable. Moi, je vais me cacher. Ils prennent ce qu'ils veulent en dehors de nos vies et de notre sécurité. Moi, en tout cas, je veux une place où je suis sûr qu'on ne peut pas m'avoir. Son bunker a servi 2 fois, lors d'émeutes, dans les années 90. Des émeutes, le père Léon de Saint-Moulin en a connu aussi, dans ce quartier, du temps où il faisait la messe tous les dimanches. C'était en février 92, et ce jour-là, devant l'église, on a tiré sur la foule. Les gens disaient « Couchez-vous, père, couchez-vous ». Moi, je disais, ils ne vont pas facilement tirer sur un blanc, j'étais plus ou moins en sécurité, mais il y a quand même encore quelqu'un qui a été tué là, juste à côté de moi. Malgré les coups durs, ou peut-être à cause d'eux, Léon de Saint-Moulin n'a jamais quitté le Congo. Et comme lui, Jeff Utoft estime que sa vraie patrie est ici. Et si Nicole Debelle est partie il y a 50 ans, le Congo occupe toujours dans son cœur une place importante. Nous sommes toujours à la primature, c'est l'ancienne résidence du gouverneur général du Congo. À mes côtés, Liliane Davin. Vous travaillez ici au Congo dans le domaine de l'aviation. Ça fait des années que vous vivez au Congo. Qu'est-ce qui vous pousse à rester ici? C'est mon pays, j'ai élu domicile ici. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Je suis très bien au Congo, je suis adaptée, je suis adoptée. Et je pense que ça, c'est une grande qualité des Congolais, c'est de pouvoir nous prendre en tant que Belge au Congo, parce que je ne suis pas belge. C'est comme ça que vous vous définissez? Oui, je ne suis pas belge, je suis belge au Congo. C'est une nouvelle nationalité qui devrait être d'ailleurs donnée. Alors, vous êtes resté au Congo malgré les difficultés rencontrées ces dernières années? Oui, certainement. Je suis restée parce que quand on est adopté dans un pays, on ne doit pas s'encourir quand tout va mal et revenir quand tout va bien. Si on a élu domicile ici, on y reste pour le bien et pour le meilleur et pour le pire. Alors, votre mari qui travaille ici au Congo sera bientôt pensionné. Vous allez devoir vivre ailleurs. Vous allez quitter le Congo. Vous allez partir en France et pas en Belgique. Vous allez pouvoir vous adapter? Ça va être très difficile. On va devoir s'arracher, ça c'est sûr. À certains points... Vous êtes ému même en oui. disant? Oui, oui, parce que c'est mon pays. Mon fils est enterré ici, tout. Mais vous reviendrez? Certainement, certainement. On cherchera des moyens à revenir comme des groupes de voyage et tout. Mais c'est vrai qu'il faut partir de ce pays parce que quand on est pensionné, on ne peut plus apporter quelque chose. Et il restera que de bons souvenirs parce que les mauvais souvenirs, on les oublie. Et voyons le bon côté de la médaille, le Congo est très attachant. Depuis l'indépendance du Congo, 50 ans ont passé. Que sait-on encore ici de l'histoire du Congo? Que savez-vous du Congo belge? C'est la question que nous avons posée à de nombreux Congolais. Le Congo belge, pour nous, je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais pas. Je sais bien que notre pays, le Congo, a été colonisé par un pays, la Belgique. Et après un certain moment, on a eu notre indépendance, un certain 30 juin. C'est ce que je connais du Congo belge. En tout cas, je ne sais pas beaucoup. À l'époque du Congo belge, moi j'étais encore trop petit.
C'est pas tellement beaucoup. Il n'y a pas vraiment grand-chose comme souvenir. Moi, j'ai étudié à l'époque de Congo belge. La scolarité était gratuite. Les soins de santé étaient vraiment à la portée de tout le monde. Vous comprendrez bien aussi que pendant à l'époque de la colonisation, dans tous les villages, le Belge était installé. Il y avait des véhicules, il y avait des approvisionnements, il y avait les centres de santé, il y avait les écoles de bonne qualité. Le Congo belge est parti, les Belges sont partis, ils ont laissé le Congo belge, le Congo en chantier aujourd'hui, on regrette. C'est à cet endroit précisément qu'ont éclaté les émeutes de Léopoldville en janvier 1959 à cause de l'interdiction d'un meeting politique qui demandait la fin de la colonisation. Quelques jours plus tard, le roi Baudouin promet de conduire les Congolais vers l'indépendance. Histoire d'une indépendance précipitée. Regardez la séquence qui va suivre. Jusqu'en 1960, pour bon nombre de Belges, le Congo c'est ceci. Une population noire épanouie qui accueille en chantant le roi Baudouin pour le remercier de tous les bienfaits apportés par les Blancs. La preuve par l'image que la colonisation est bonne pour tout le monde. En janvier 1959, cette image idyllique éclate. C'est l'émeute dans la capitale, Léopoldville. Les autorités belges ont interdit une réunion de partis politiques congolais réclamant l'indépendance. Les Congolais brûlent maisons et voitures. L'armée et la police tirent. Il y a 42 morts. Non, tout le monde n'apprécie pas les colons belges. C'était une découverte pour les Européens beaucoup plus que pour les Africains. Ils se sont dit, mon Dieu, ces gens existent. Et ils ont eu la trouille de leur vie. En Belgique, le gouvernement veut éviter de nouvelles violences. Le roi fait une promesse aux Congolais. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance dans la prospérité et la paix. Une table ronde est organisée en Belgique. D'un côté, le gouvernement belge, de l'autre, les représentants des partis congolais. Deux personnalités fortes s'imposent. Kasavubu, qui fut un des premiers à réclamer l'indépendance, et Patrice Lumumba, un homme qui ne mâche pas ses mots. La Belgique a compris les prix que nous attachons à notre liberté et à notre dignité humaine. Elle a compris que le peuple congolais ne lui est pas hostile, mais qu'il réclamait simplement l'abolition du statut colonial qui faisait la honte du XXe siècle. La question principale est quand ? Quand le Congo sera-t-il indépendant ? Les Belges veulent attendre plusieurs années et n'abandonner que petit à petit le pouvoir aux Congolais. Les Congolais, eux, veulent tout de suite. Ils finiront par imposer leur point de vue. La date de l'indépendance est fixée au 30 juin 1960. Mais avant d'en arriver là, des élections sont organisées au Congo en mai. Lumumba est nommé Premier ministre. Je vous assure Kasavubu devient président. Que je ne m'y attendais pas. Fin juin, le roi Baudouin arrive à Léopoldville pour proclamer l'indépendance. Durant sa traversée de la capitale, un spectateur lui vole son sabre. Un noir s'empare de l'objet représentant la puissance du blanc. Tout un symbole. Lors de la cérémonie, le roi lira un discours très paternaliste. Il insiste uniquement sur les bienfaits de la présence des Blancs. Il occulte les pages sombres de la colonisation. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. Patrice Lumumba réagira en prenant la parole alors que ce n'est pas prévu par le protocole. Il rappellera aux Belges présents ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu,
non certes comme à un ami, mais parce que les voeux honorables étaient réservés aux seuls blancs. Dans les jours qui suivent, la situation va se dégrader brutalement. Les soldats de la force publique se révoltent. Ils ne supportent plus d'être commandés par des officiers blancs. Ils veulent de meilleurs grades, de meilleurs soldes. Ils s'en prennent à tous les blancs. Il y a des émeutes, il y a des viols. Ce sont les premiers vols de rapatriement des colons vers la Belgique. Ils m'ont emmené dans un camion où ils m'ont offert un spectacle à travers la cité indigène de Tazeville. Battu, à coups de crosse, j'ai été emmené après au camp militaire. Le résultat, j'ai 2 côtes cassées. Le Congo va se retrouver plongé pendant des années en plein chaos, en pleine incertitude. Une seule chose ne changera plus. Les Belges ne reviendront pas au Congo. À nos côtés, Jean-Marie Mutamba Makombo, vous êtes historien. Léon de Saint-Moulin, vous êtes historien également, père jésuite. Vous êtes arrivé au Congo pour la première fois en 1959. Léon Ngoulou, vous êtes ancien ministre, sénateur, mais surtout vous êtes l'un des pionniers de l'indépendance. En 1960, Léon Ngoulou, vous aviez 26 ans, vous étiez un militant politique partisan de l'indépendance immédiate. Que ressentez-vous ce 30 juin 1960 ? Le 30 juin, c'est la grande joie, c'est l'allégresse, c'est le grand plaisir pour ceux qui ont atteint leur but. Et ce but, c'est la fin de la domination coloniale, la fin de l'autorité blanche, la fin de l'autorité belge. Et c'est ainsi que c'était une hystérie, les gens avaient bu, avaient dansé dans les parcelles, à travers les quartiers. Donc un climat formidable. C'était l'euphorie ? C'était l'euphorie totale. Père de Saint-Moulin, vous étiez ici le 30 juin 1960. Quels souvenirs en gardez-vous ? Comme vous avez dit, je suis arrivé ici en septembre, même au mois d'août 1959. Et c'était un vent, j'allais dire, de débandade, la fuite des capitaux et même le départ d'Européens. Il y avait peu d'Européens qui étaient ici avec leurs familles encore pour le 30 juin. Alors que tout se soit passé assez bien, était un sentiment de grande joie. Le 1er juillet, il y a eu un défilé ici sur l'avenue de la Victoire. Nous sommes à quelques mètres de l'avenue de la Victoire, où j'ai participé. J'ai été parmi ceux qui regardaient. Et à l'époque, ce fut vraiment une fête. Mais en même temps, pour moi, c'était comme le 8 mai 1945. On nous a dit pendant 5 ans, pendant la guerre, après la guerre, ça allait tout arranger. Et les gens sont arrivés à l'indépendance exactement avec le même sentiment, comme vient de dire M. Ngoulou, que c'était la libération et l'aboutissement. Mais du côté des Belges, comment est-ce qu'on réagit à ce moment-là? Est-ce qu'on est inquiet? Certainement qu'on était inquiet en arrivant au 30 juin et pendant le discours du roi. Il y a des gens qui étaient satisfaits, mais il y en a qui ont aussi senti que ça n'avait pas la longueur d'onde qu'il aurait fallu pour que ça puisse être bien accueilli. Ce discours n'a suscité aucun applaudissement avant la fin. Protocolairement, on l'a applaudi, mais il n'a pas répondu aux attentes. Et quand Lumumba a pris la parole, chez les Blancs, il a suscité évidemment une frustration, un sentiment d'injustice, qu'on leur reprochait des choses qu'ils n'avaient pas faites et je ne sais pas tout quoi. Donc une tension chez les Blancs, certainement qu'elle existait. Mais je répète, au total, on est arrivé le soir du 30 juin avec un sentiment de fierté d'avoir quand même pu aboutir. C'était une réussite. Monsieur Mutamba, on a souvent dit que l'indépendance est arrivée trop tôt, que les Congolais n'étaient pas prêts et beaucoup auraient souhaité postposer cette indépendance. Qu'en pensez-vous? Pas prêt, je ne sais pas, mais en tout cas les Congolais désiraient cette indépendance-là. Ils désiraient cette indépendance depuis qu'il y avait eu les manifestes. Il y avait des discussions entre Congolais et les Congolais aspiraient à être maîtres de leur destin. Eh bien, on va voir comment ça se passait avant l'indépendance. Jusqu'en 1960, c'était l'administration territoriale, 100 000 fonctionnaires belges qui géraient ce pays grand comme 80 fois la Belgique. Le pays était très bien organisé, mais les Congolais, les Noirs, comme on disait à l'époque, n'avaient pas voix au chapitre, ou si peu. Les Blancs et les Noirs vivaient tout à fait séparément.
Aujourd'hui, on ose parler d'apartheid pour le Congo belge. Regardez cette séquence, elle est réalisée par Gérald Vandenberg. À l'invitation du roi Léopold II, ce monarque au long regard... C'est en fouillant dans les archives cinéma de l'époque que l'on comprend quel regard les Belges du Congo portaient sur la population noire. Le commentaire des événements les plus banals est teinté de racisme ordinaire. L'éducation physique est partout à l'honneur. Les mouvements d'ensemble exécutés au rythme des chants ont la faveur des petits noirs. Les bassins de natation les attirent irrésistiblement. Les noirs, naturellement propres, aiment l'eau. Dans toutes les grandes villes du Congo, deux mondes existent en parallèle. Il y a les quartiers blancs, où se succèdent les villas, et puis il y a la cité noire, où le niveau de vie est bien inférieur. En dehors du travail, blanc et noir ne se fréquentent absolument pas. Eux pouvaient venir se promener dans notre cité où nous habitions, mais toi, tu ne peux pas aller te promener là où ils habitent. Ce n'est que si ton patron blanc t'appelle que là, tu peux y aller. S'il n'a rien dit, tu ne peux pas. En ville, les Belges ont leurs loisirs, leur nourriture, leurs lieux réservés, leur manière de vivre. Seuls les boys, les domestiques noirs, partagent un peu ce monde des Blancs. Un noir ne pouvait pas participer dans des buvettes européennes. Un noir ne peut pas manger avec un blanc. Même avec un blanc ensemble, il ne peut pas. Même se saluer, ces choses, insérer la main non plus. C'était un apartheid de fait, mais est-ce que ça impliquait un certain racisme de part et d'autre? Je crois que tout apartheid implique un certain racisme. Mais ce n'était pas un racisme de supériorité écrasante et hargneuse. C'était une séparation. C'était une séparation qu'on croyait, nous, admise de deux côtés. Des transformations merveilleuses s'opèrent. Ces enfants, hier incultes et sauvages à peine couverts d'un pagne, deviennent disciplinés, lisent, écrivent et calculent. Le système scolaire instauré par les Belges au Congo est une des plus grandes réussites de la colonisation. En 1960, près de 80% de la population sait lire, écrire et calculer. L'école primaire est donc particulièrement développée. L'école secondaire prendra aussi de l'ampleur à la fin de la période coloniale. En revanche, le colonisateur blanc évitera soigneusement de pousser les Noirs à faire des études supérieures. Les Congolais étaient maintenus à un niveau très bas et bloqués dans toute évolution. C'était une des plaintes, entre autres. Ils pouvaient, par exemple, à Kisantu, nous formions des assistants médicaux. Mais ces assistants médicaux étaient vraiment très bien formés, techniquement, humainement parlant. Ils étaient très bien formés d'une telle manière qu'ils faisaient le travail d'un médecin. Ils sont lancés dans le travail, ils exercent leur profession, mais ils ne sont pas rémunérés comme un médecin. C'est réservé aux Blancs, c'est réservé aux Européens. Après interrogation, tests et sondages, les inspecteurs de l'enseignement reconnaissent nos jeunes Noirs aptes aux études à l'égal de leurs émules d'Europe, sous réserve toutefois d'un développement moins complet des facultés intellectuelles. L'Européen trouvant, en marge de ses activités scolaires, beaucoup plus d'occasions de les exercer. Ne pas avoir des élites, c'est éviter d'avoir des problèmes. Parce que les élites, c'est des gens... justement, le savoir est quelque chose de très ambigu, c'est une arme. Si on donne à décoloniser une arme, ils pourront un jour s'en servir contre la colonisation. Dans les dernières années de la colonie, les Belges favoriseront l'émergence d'une classe moyenne noire qui aura accès aux études supérieures et à des emplois mieux payés. Ils les appelleront les évolués. Mais on continuera malgré tout à leur apprendre à garder leur place. Les élèves se rendent au champ pour les travaux manuels. Couper l'herbe avec une machette sous le soleil d'Afrique, voilà une occupation qui remplira ces futurs évolués de respect pour le dur labeur de leurs frères moins fortunés. Évolués, ils le seront. Mais il ne faut pas qu'ils se croient pour cela d'une essence supérieure à celle de leurs frères moins avantagés. C'est vers ceux-ci qu'ils devront se pencher plus tard, pour élever la masse indigène tout entière.
Cet apartheid à la belge aura des conséquences après l'indépendance. Lorsque les fonctionnaires belges, effrayés par les violences, retourneront chez eux, il n'y aura pas de Congolais suffisamment formés pour les remplacer. Le Congo verra s'effondrer son économie, son enseignement, ses hôpitaux en quelques années. Et 50 ans plus tard, ils ne se sont toujours pas redressés. Léon Ngoulou, vous avez bien connu, vous, cette période coloniale. Alors, est-ce que ça se passait vraiment comme dans le document qu'on vient de voir? Exactement. Exactement. Nous vivions dans nos cités noires et les Blancs vivaient dans leur cité blanche. On ne se fréquentait pas. C'était comme ça jusqu'en 1958. C'était séparé, complètement séparé. On ne pouvait pas entrer dans les magasins des Blancs. Les Blancs ne venaient pas chez nous. Bon, on était vraiment séparés. Ici au Congo, on parle beaucoup de la chicotte. Est-ce que c'est vrai que les Blancs utilisaient le fouet pour... Oui, on a utilisé longtemps la chicotte. Jusqu'en 1958, je pense. On utilisait la chicotte. À quelle occasion? Bon, à l'occasion des indisciplines. Hein. Quand on n'obéissait pas rapidement, c'était de l'indiscipline. Et l'indiscipline, c'est le coup de fouet. Jean-Marie Moutamba, en tant qu'historien, vous avez beaucoup travaillé sur cette période. Est-ce qu'on peut parler d'apartheid? Bon, quand on parle de développement séparé, c'est ça l'apartheid. Mais les coloniaux qui étaient ici n'acceptaient pas le mot. Il faut dire que l'apartheid, ça ne vaut pas pour les métropolitains. Parce que quand les Congolais se rendaient en Belgique, ils étaient étonnés de l'accueil chaleureux qu'ils rencontraient. De telle manière que certains Congolais croyaient que certains Belges étaient leurs ancêtres morts qui étaient allés se réincarner en Belgique. Donc c'est pour vous dire que ça ne marchait pas comme cela. Père de Saint-Moulin, quand vous arrivez au Congo en 1959, est-ce que vous êtes choqué par ce que vous voyez donc, entre les Blancs et les Noirs? Ça me choque au collège Albert, devenu collège Boboto où j'enseignais. Dans ma classe de 37 élèves, il y avait 5 Africains. On commençait à accueillir quelques Africains, mais c'était l'exception. Est-ce qu'il y avait du racisme chez les missionnaires? Certainement qu'il y en a qui avaient un sentiment de supériorité, à la limite raciale, si vous voulez employer le mot. Tout le monde le trouve un peu déphasé aujourd'hui, mais il y avait quelque chose de ce sentiment-là, oui, de croire qu'on était d'une race supérieure, un peu naïvement. Aujourd'hui, malgré tout ce système ségrégationniste qui existait, beaucoup de Congolais ont la nostalgie de la colonie. Comment expliquez-vous cela? Bon, j'explique cela par, disons, les désillusions de l'indépendance. On voit la situation maintenant, il y a le chômage, il n'y a pas, les soins ne sont pas administrés, disons, comme il faut. L'école est devenue payante, il y a... Bon, disons qu'on compare par rapport à la situation d'avant. Et, ma foi, on regrette ce paternalisme, puisque du berceau jusqu'au cercueil, on était pris en charge par le colonisateur, et on regrette cela. Alors, que reste-t-il aujourd'hui du Congo belge? C'est la question que nous avons posée à des Congolais. Dans les souvenirs, oui, mais matériellement, il n'y a plus rien. Mais oui, tout ce que nous voyons ici, des vieilles maisons, des vieux bâtiments, ça nous rappelle des Congo belges. Tout ce que les Belges nous avaient laissé est en régression. C'est ça le plus grand regret. Ils ont laissé des traces indélébiles sur le peuple, sur la culture. On garde le français, bien que ce ne soit pas forcément une des langues, mais bon, on aurait bien voulu le flamand, mais ça passe, hein. Le français à défaut. La Belgique nous a amené la religion, la chicotte. Ah ben, moi j'ai étudié gratuitement à cette époque là-bas. Hein. J'ai fait mes écoles primaires et secondaires à billets et fournitures scolaires sans rien payer de ma famille. Les Belges sont des missionnaires. Ils sont venus ici en mission, mais ils nous ont laissés. C'est dommage. Moi je peux dire que l'héritage politique a été décevant. La formation de l'élite politique congolaise était décevante. Après l'indépendance, les Congolais n'étaient pas préparés. Il n'y avait pas le leadership. Et c'est avec ça qui a fait que le Congo tombe dans le gouffre, dans les chaos. Nous sommes au lycée
lycée Bossingani, un lycée construit par les Belges en 1928. Aujourd'hui, c'est l'une des meilleures écoles de Kinshasa. C'est donc quelque part un peu de l'héritage de la colonie. Il faut savoir qu'en 1960, le Congo est l'un des pays les plus développés d'Afrique. Il y a près de 15 000 écoles, 2200 hôpitaux, 200 000 kilomètres de route. Que reste-t-il de tout ça 50 ans après? Pas grand-chose, si ce n'est une certaine nostalgie mêlée de sentiments pas toujours très positifs. Ceux-là sont bien trop jeunes pour savoir ce qu'était la vie de leurs grands-parents il y a 50 ans, quand le Congo était encore une colonie. Mais Frédéric Makoto, lui, se souvient bien de cette période. Il n'avait que 12 ans au moment de l'indépendance. Et quand aujourd'hui il repense à cette période-là, c'est avec une certaine nostalgie. Nous regrettons pourquoi les Blancs sont partis. Il fallait continuer, même si on nous fouettait, mais il fallait encore continuer. Cette déclaration est pour le moins étonnante. Et pour l'expliquer, Frédéric Makoto nous emmène d'abord dans l'école où il a fait ses études primaires. À l'époque, elle était dirigée par des Blancs. Et l'enseignement qu'on y donnait était marqué du sceau de la Belgique. Les Noirs apprenaient ainsi le néerlandais et l'histoire de la Belgique. Mais surtout à l'époque, l'enseignement était gratuit. Et ça a bien changé. Il faut avoir de l'argent pour réussir. Quand vous n'avez pas de l'argent pour donner au professeur, le professeur vit dans un état de misère. Il a besoin d'argent pour manger, pour le transport, tout ça. Il faut donner un peu d'argent au professeur. Vous pouvez être intelligent, mais si vous n'avez pas d'argent pour payer les points, vous ne passerez pas. Vous allez échouer. Aujourd'hui, il faut payer, outre le Minerval, des tas de frais scolaires, les uniformes, les cahiers. Ce n'est pas donné à tout le monde, alors peu à peu, l'école se vide. Et c'est pareil pour les soins médicaux. Ils étaient gratuits il y a 50 ans. Aujourd'hui, tout est payant. Quand vous amenez votre enfant, vous n'avez pas l'argent. L'enfant risque de mourir parce que vous n'avez pas l'argent. Pour un peu, Frédéric Makoto en oublierait presque l'autre face de la vie coloniale. Avant l'indépendance, manger dans un restaurant comme celui-ci, c'était inimaginable pour un Congolais. Que voulez-vous? C'était la colonisation. L'homme noir était toujours complexé devant un homme blanc. Là où il y a des blancs, il ne peut pas vraiment s'approcher. C'était donc comme ça. Et puis les Noirs ne pouvaient pas sortir comme ils voulaient. Il y avait des horaires à respecter. Après 15 heures, par exemple, le quartier des Blancs leur était interdit. Après les heures de travail, chacun rentre chez lui. On ne peut plus voir les Noirs en ville, là où il y a des Blancs. Parce que là, quand vous y allez, c'est pour déranger les Blancs. Il faut laisser les Blancs tranquilles. À la tombée du jour, après ce voyage dans le passé, Frédéric Makoto rentre chez lui. Sa maison est plongée dans l'obscurité. Comme souvent dans ce quartier populaire, il n'y a pas d'électricité. Et ça aussi, ça lui fait regretter le temps du Congo belge. Nous sommes toujours au lycée Bossingani. Nous accueillons Constantin Tchiala. Vous êtes ancien ministre. Vous avez aussi participé au premier Parlement congolais en 1960. À vos côtés, Freddy Mulumba. Vous êtes le directeur du quotidien Le Potentiel. Alors, Freddy Mulumba, que retiennent les Congolais de la période coloniale? Oui, je pense qu'il y a d'abord des générations. La première génération retient au moins l'organisation, les temps où, ils disent d'ailleurs, et même les temps où les trains partent à l'heure, du temps de la colonisation. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des retards, les choses sont désorganisées. Ça, c'est l'ancienne génération, et il y a la nouvelle génération qui ne retient presque rien. Mais il faut dire que d'une manière générale, si aujourd'hui on parle en français, vous savez, c'est grâce aux Belges. C'est aussi un héritage. Oui, c'est un héritage qu'on a eu la Belgique, mais la Belgique, curieusement, ce n'était pas des francophones qui nous ont appris à parler français, ce sont des Flamands. Je pense que quand on lit l'histoire, les Flamands pensaient qu'il faut que les Congolais, en dehors des Français, connaissent leur propre langue. Nous sommes le seul pays, peut-être africain, où on a appris à écrire et à parler nos langues maternelles, donc langue autochtone, quoi. Donc ça, c'est un grand héritage. Aujourd'hui, si on parle la francophonie, c'est grâce à la Belgique. Que c'est ça qui fait que parfois, il y a une certaine nostalgie de la période coloniale ici?
Mais je pense que c'est peut-être au niveau des élites, parce que les Belges, quand ils étaient là, beaucoup n'avaient pas beaucoup étudié, hein. Mais du moins les choses marchaient. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont fait de grandes études et rien ne tourne. Donc c'est l'opinion qui s'interroge. Est-ce que nos élites, pourquoi elles ne sont pas capables de faire comme les élites blanches du temps de la colonisation? Je pense que c'est ça le fond du problème. Constantin Tiala, vous avez bien connu cette période coloniale. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du Congo belge? Eh bien, pour moi, je dis qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore. Vous avez les écoles. Comme nous sommes ici, par exemple, ça a été construit par les Belges. Ce ne sont pas les gouvernements congolais qui ont construit. Nous avons les universités que les Belges ont laissées. Nous avons les hôpitaux. Vous savez qu'avant l'indépendance, nous étions en Afrique centrale ici. Nous avions de meilleurs hôpitaux. Et même l'Afrique du Sud. Les Blancs de l'Afrique du Sud venaient se faire soigner au Congo. Est-ce qu'il reste quelque chose dans les mentalités, vous qui aviez bien connu les Belges? Ben, oui, parce que comme il vous a dit là-bas, on continue toujours à se référer aux Belges. On dit, mais puisque les Belges ont fait ceci, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas faire ça aussi à notre époque? Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas oublié les Belges comme tel. Freddy Mulumba, on entend parfois des Congolais qui disent il faudrait que les Belges reviennent. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent comme ça? Non, je ne pense pas que beaucoup de gens pensent ainsi. Mais c'est qu'il est vrai qu'il y a quand même un regret du temps de la colonisation. C'est que nos parents nous disent, hein, on frappait, on fouettait, mais au moins on mangeait. Aujourd'hui, non seulement on nous frappe, donc par nos propres frères qui ont accédé au pouvoir, mais aussi on manque à manger. Donc ça pose un problème. Ils disent, mais pourquoi ces gens qui ont fait de grandes études ne parviennent pas à gérer l'État correctement par rapport aux Blancs? Donc mieux vaut que les Blancs reviennent. Mais en fait, ce n'est pas les Blancs de revenir, mais au moins que les élites congolaises prennent conscience pour qu'ils gèrent l'État comme les Blancs. Héritage aussi de la période coloniale, les Congolais qui vivent en Belgique, ils sont près de 60 000, dont une partie a demandé la nationalité belge. Alors quel regard portent-ils sur le Congo d'aujourd'hui? Comment vivent-ils en Belgique? Se sentent-ils un peu belges ou sont-ils restés profondément congolais? C'est un reportage à Bruxelles de Bernard Leplat. Madi est née à Kinshasa. En 1991, ses parents fuient les troubles et les pillages qui ravagent la capitale congolaise. Elle se retrouve en Belgique et entame des études. Aujourd'hui, elle travaille à l'Université libre de Bruxelles. Pour garder ses racines, elle plonge régulièrement et avec gourmandise au cœur de Matongé, le quartier congolais de Bruxelles. La cuisine, c'est le lien. C'est le lien que nous gardons avec là-bas. C'est le lien que ici, on ne se sent pas seul. Parce que la cuisine, chez nous, c'est ouvert. Donc, il y a toute la famille qui vient, les amis. Et on peut faire une tablée. En général, une femme congolaise qui fait une petite casserole de 2 personnes, je n'ai jamais vu. En général, au minimum, c'est pour 6 ou 8 personnes. Entre Bruxelles et Kinshasa, l'aller-retour est ici permanent. Entre robe et pagne, l'hésitation de la femme quotidienne. La façon dont elle va le mettre, on saura si elle est joyeuse, si elle est fâchée, si voilà, donc tout ça et voilà, donc c'est ça. Votre voisine, elle est joyeuse ou elle est fâchée aujourd'hui? Elle est classe. Dans ce temple du look congolais, Madi vient faire coiffer ses 2 enfants. Elle cherche ici bien plus que la simple coupe de cheveux. Ils reviennent ici pour une ambiance, mais aussi pour ce lien social, familial et aussi d'appartenance. Parce que c'est important pour nos enfants de savoir qu'ils sont de quelque part et quand ils viennent ici, notamment en perpétuant, voilà, ça garde le lien. À la maison, Adrien et Émilie n'ignorent donc rien de ce qui se passe au Congo. Ils ont d'ailleurs leur vision des choses. C'est un pays qui est pauvre. Et aussi, ils n'ont pas d'eau. Et ils n'ont pas de tartines et ils n'ont pas de 4 heures. Révoltée par le sort réservé aux femmes congolaises dans l'est de Congo, Madi a choisi aussi d'être militante. Elle a expliqué son combat à ses enfants. Là, au Congo de maman, il y a des gens qui sont très méchants,
qui, avec des fusils, font peur aux madames, font peur aux petites filles, aux petits garçons comme vous, et qui leur font très très mal. Et cette douleur, ces enfants n'arrivent pas à dormir, et mes enfants ont conscience de ça. Au Congo de maman, Émilie aimerait devenir architecte, Adrien cuisinier, mais le Congo dont il rêve sera, on l'espère, différent du Congo d'aujourd'hui. 50 ans après l'indépendance, le Congo est-il devenu un État démocratique? À qui profitent ces richesses? Comment vivent les Congolais aujourd'hui? 50 ans plus tard, où en est-on? Nous avons posé la question, regardez. Ah, ça c'est vraiment catastrophique. Vous le voyez vous-même. Il n'y a pas à dire, ça se voit, ça se lit, c'est facile à voir. Ah, le Congo d'aujourd'hui, vraiment, c'est fauché. Nous sommes dans un pays dont tout est délabré. Pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. 50 ans après, le Congo, c'est devenu une poubelle. Et nulle part. Nulle part. Nous ne sommes nulle part. Toutes les structures sont bougées. Ah, c'est justement les dirigeants, le leadership. Nous n'avons pas de dirigeants qui ont les soucis du Congo. On doit moderniser la ville, on doit vraiment arranger les routes, tout et tout, mais c'est pas avec la Belgique, hein. C'est avec la Chine, voilà, ça doit être clair. Rien ne va. Les soins de santé, on ne sait pas y accéder. L'école, les enfants nous ne savons pas envoyer les enfants à l'école. Et puis, nous les fonctionnaires et tous les travailleurs, si pas non payés, mais mal payés, sous-payés. Alors, on doit fêter, qu'est-ce qu'on va fêter? Nous sommes ici en plein centre de Kinshasa. En 1960, la capitale du Congo comptait 400 000 habitants. Aujourd'hui, ils sont plus de 10 millions à vivre dans des conditions souvent extrêmement précaires. À la cité, le quartier populaire de Kinshasa, souvent on ne mange qu'un seul repas par jour. On y vend des morceaux de pain et des demi-poissons. Au Congo, l'espérance de vie est de 46 ans. Dans certains quartiers, il n'y a ni eau ni électricité. Quant aux routes, vous le voyez derrière moi, souvent tout est à faire ou à refaire. Kin la déglingue, c'est un reportage de Régis Deratte. Kinshasa offre à chaque coin de rue un véritable tableau brinque-ballant. Ici, tout est passablement déglingué, vieilli, amoché, usé par le temps. Et pourtant, dans ce chaos apparent, on rencontre des Kinois volontaires et très attachants. Prenons Lévis par exemple, il est chauffeur de taxibus. C'est l'un des métiers très en vue à Kinshasa. Même si cela ne veut pas dire que la tâche soit facile pour autant. Et chaque fois on a des problèmes, vous avez des eaux stagnantes comme ça. Surtout ici, voilà, peut-être que là, il y a vraiment, on ne saura pas vraiment passer par là. Il faut au moins une jeep. Là, je dois me débrouiller, chercher des tronçons là où c'est un peu praticable. Il faudrait qu'on dévie. Voilà. Pour Nadine aussi, la journée commence. Elle espère trouver un bus pour rejoindre son lieu de travail. Et comme chaque matin, elle sait que ce n'est pas forcément gagné. Pour aller au travail, il faut être posé, calme. Mais quand vous arrivez à l'arrêt de bus, vous vous battez pour entrer dans les transports. On arrive là-bas peut-être fatigué, sali. Donc, c'est pas aussi égayant. Lévis, lui, travaille de 6 à 20 heures. Une bonne journée peut rapporter jusqu'à 40 $. Il en touchera 10%. Le reste, c'est pour son patron, le propriétaire du véhicule. Cadence. 4 $, c'est peu pour une journée de travail, d'autant qu'il doit encore payer le carburant et la commission du receveur, sans oublier la poisse, la casse. Ce que nous gagnons, au lieu de les garder, nous les gaspillons dans des ventes de pièces chaque fois, une semaine, 2 semaines après. Cause quoi? L'état des routes délabrées. Nadine doit encore marcher 20 minutes avant d'arriver à la maison communale où elle travaille. Elle est fonctionnaire au service du budget dans l'une des communes de l'agglomération de Kinshasa. Bonjour à tous. Bonjour. Karangouba. Les lieux sont pour le moins exigus. 15 fonctionnaires sont réunis, pour ne pas dire confinés, sur quelques mètres carrés.
Normalement, chaque service devait avoir son bureau, ce qui n'est pas le cas ici. Là où vous êtes, c'est le bureau de l'antenne de fonction publique. Derrière vous, le secrétariat. Ici, c'est le budget. Et pas d'aération particulière. La chaleur ambiante est suffocante. Pourtant, l'inconfort n'est pas le problème principal. Et alors, est-ce que vous êtes payé normalement? On n'est pas payé normalement. L'enveloppe salariale est très minime par rapport à ce que nous avons comme besoin. Et vous êtes payé tous les mois? Non, non, nous avons des arriérés. On ne sait pas régner les 2 bouts du mois. C'est pratiquement impossible. Comment vous faites alors? On recourt aux activités secondaires, donc petits commerces, pour avoir ne fût-ce qu'un peu de quoi se mettre sous la dent. Au Congo, en l'absence d'État, la débrouille est devenue la règle. Chacun fait ce qu'il peut comme il peut dans la déglingue ambiante. Ici, ce sont les jardiniers à l'ouvrage dans des potagers infestés de sacs plastiques. Là, ce sont les vendeurs sur le marché. Ils hésitent entre résignation et fatalisme. Nous souffrons pour prendre l'argent. Beaucoup de souffrance. Regardez comme je fais. Les mamans se débrouillent, les jeunes n'ont pas de travail. Bon, c'est difficile. Hein? Alors, à quelques encablures des commémorations du 50e anniversaire de leur indépendance, les Congolais n'ont pas vraiment l'esprit à la fête. En fait, quand on est joyeux, satisfait, quand tout marche, mais s'il n'y a rien qui marche. On va bien sûr fêter le nombre d'années. Pour moi, c'est ça, rien que le nombre d'années même. Le bilan est vraiment négatif. Hein. La faute n'est pas seulement aux autorités actuelles, mais du moins de ceux qui nous avaient dirigés auparavant. Ouais. Ils n'avaient pas vraiment pris en charge les responsabilités, hein, chercher un peu à construire, à reconstruire le pays. Hein. Ils cherchaient au moins, du moins, à se satisfaire eux-mêmes. La plupart de nos dirigeants, ils voient plus leur propre intérêt au lieu d'aider les sociales du pays. C'est ça. Et ça se vérifie depuis des années et des années? Oui, ça fait un bon bout de temps. Ça fait un bon bout de temps. Les Congolais espèrent aujourd'hui des responsables politiques pour lesquels la notion d'intérêt général serait une priorité. Nous sommes à présent au sommet de la tour Forescom. La tour Forescom a connu ses heures de gloire dans les années 50. C'est ici que le roi Baudouin a même passé une nuit en 1955 lors de son premier voyage au Congo. L'immeuble a été conçu par l'architecte Le Corbusier et aujourd'hui, il est un petit peu à l'image du pays. Il a vraiment besoin d'être rénové. Alors, comment en est-on arrivé là? Nous en parlons avec nos invités. Madame Thérèse Olenga, vous êtes ministre provinciale de Kinshasa. Jean-Baptiste Sonji, vous êtes médecin et ancien ministre de la Santé. Jean-Baptiste Sonji, vous avez été travaillé pour le gouvernement. Aujourd'hui, vous êtes très critique envers le gouvernement. Et comment se fait-il que le pays soit arrivé dans un tel état? C'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas à la tête de l'État des gens qui ont comme priorité principale l'intérêt commun. Donc on a des responsables, ou que j'appellerais plutôt beaucoup d'irresponsables, dont le rôle principal, c'est qu'ils ne le recherchent pas tous, heureusement. Ils recherchent essentiellement l'enrichissement rapide. Et quand vous voyez notre pays aujourd'hui, il n'existe pas de politique de développement. C'est-à-dire quand vous voyez tous les problèmes qu'il y a, mais vous ne voyez pas une réponse précise par rapport à un problème correctement diagnostiqué. Vous parlez de la corruption, donc vous voulez dire que les responsables cherchent surtout à s'enrichir via la corruption? Il y a ça, il y a la corruption, il y a surtout le manque de vision, de projection pour l'avenir du pays. La corruption, elle est très forte. Et je vais vous donner quelques exemples pour illustrer que la corruption fait partie vraiment du mode de gestion. Pendant la transition R+4, l'un des 4 vice-présidents à qui on avait affecté une villa pour laquelle le gouvernement avait fait le devis, et on demande au ministre des Finances de libérer les fonds, ça traîne, et le vice-président s'enquiert auprès du ministre des Finances concerné, pourquoi il ne libérait pas l'argent. Il dit, écoutez, avant de libérer, j'aimerais avoir 10% sur le montant prévu, ce que le vice-président évidemment refuse, et il va voir le président de la République, à qui il donne cette information, et le président de la République demande, qu'est-ce qu'il faut faire?
voilà déjà, c'est-à-dire que le président de la République apparemment ne sait pas ce qu'il doit faire face à un Premier ministre qui demande, qui rançonne un autre membre du gouvernement. Madame Olenga, vous faites partie des dirigeants de ce pays. Comment est-ce que vous réagissez à ces accusations de corruption ? Par rapport à la corruption, c'est un fait de société. Il n'est pas particulier à la République démocratique du Congo. Et moi, je m'insurge quand on a tendance à particulariser. Je pense que nous devons rechercher dans les plus profonds de nous-mêmes et de la part de chacun, que chacun prenne conscience et que chacun prenne ses responsabilités. C'est presque devenu un mode de vie ici, la corruption. Oui, mais c'est à tous les niveaux. Quoi. Oui, malheureusement, à tous les niveaux, et nous devons briser cela. Et je pense que la volonté manifeste du chef de l'État est là, avec la tolérance zéro. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce qu'on nous dit toujours il y a la tolérance zéro, mais concrètement, comment est-ce que ça se passe? Concrètement, chaque responsable, à son niveau, remplit son devoir comme il doit le rendre, et il s'organise pour que ses collaborateurs en fassent autant. Et je vais prendre à mon niveau, au niveau où je travaille, au niveau de mon ministère, j'ai fait l'effort qu'il faut. Et je veux que ceux qui travaillent avec moi fassent de même et que cela se passe de personne à personne. Et là, l'interpellation est lancée au niveau le plus haut. Il faut le lancer aussi à tous les niveaux et au niveau le plus bas. Alors et la réponse, la vraie réponse, madame, excusez-moi, la vraie réponse, quelqu'un l'a identifié ici, c'est un opérateur social, c'est dans le changement de mentalité. Alors justement, on a vu dans le reportage à quel point la ville de Kinshasa est dans un état, on l'a appelé qu'il la déglingue, c'est pas pour rien. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de route et pas d'infrastructure ici? Ça, c'est votre responsabilité. Vous avez montré un visage qui est vrai, je ne peux pas le nier, de la ville de Kinshasa, mais j'aurais été heureuse que vous puissiez montrer aussi l'autre visage qui est vrai, c'est le visage de la ville en pleine reconstruction. Des personnes ont témoigné. Que l'on verra aussi d'ailleurs. Que l'on verra, Dieu merci de me rassurer. J'ai vu des jeunes gens dire depuis qu'ils sont nés, c'est la première fois qu'ils voient des grands travaux. On n'a jamais vu ça dans la ville. L'autre sujet qui fâche, c'est l'évolution politique du Congo. Les premières élections démocratiques ont eu lieu en 2006. Les Congolais ont voté massivement et il y a une vie politique dynamique à Kinshasa. Mais les Congolais vivent-ils pour autant dans un pays démocratique? Jugez plutôt. Ce jour-là, le PPRD fête son 8e anniversaire. C'est un cap pour le parti du président de la République. Joseph Kabila ne compte d'ailleurs plus ses supporters. Il est le premier président d'être voté dans notre pays. À l'époque, il y avait faux élections. Il y avait des couleurs entre vert et rouge. Si tu votes rouge, là tu es assassiné. Mais pour l'instant, monsieur, il n'y a plus de couleurs. Il y a des noms de gens et de personnes. Pour l'occasion, chacun est siglé à l'effigie du parti. Drapeaux, boubous, t-shirts, pagnes ont été distribués. Le PPRD s'affiche partout et sur tout le monde. Même les dirigeants du parti ont visiblement soigné leur look. Solution, solution. Francis Kalombo est député fédéral. Ses partisans l'ont baptisé Francis Solution. Je me suis beaucoup plus rapproché d'eux et c'est comme ça qu'ils m'appellent Solution. Je résous leurs problèmes. Et les gens vous connaissent alors ici? Est-ce que vous me connaissez? Oui. La salle de meeting est comble. Tout ce que le parti présidentiel compte de hauts représentants a fait le déplacement. Joseph Kabila. Placé à la tête de l'État en 2001, Joseph Kabila n'a véritablement été élu qu'en 2006, à la suite d'élections présidentielles. La démocratie est en marche. La démocratie, c'est un processus. Le MLC, lui, n'est pas à la fête en ce moment. Comme si la cure d'opposition ne suffisait pas, le leader du parti, Jean-Pierre Bemba, est emprisonné aux Pays-Bas dans l'attente d'un procès. L'ancien rebelle doit y répondre de crimes de guerre. Ici, on parle d'un procès politique, de liberté bafouée et d'intimidation répétée. Actuellement, il n'y a pas de démocratie. Pourquoi vous dites ça? On ne respecte pas les droits humains. Il n'y a même pas la liberté d'expression. Même un t-shirt, si déjà Pierre Bemba Gombo, je ne peux pas porter ça. Voilà, comme ça. Comme ça, si tu portes ça, c'est tout un problème. Il faut mettre ça comme ça. Il faut couvrir ça. Si vous marchez comme ça, vous aurez des problèmes avec ces gens-là. Les leaders de l'opposition confirment ces pressions latentes. Adam Bambolo est député pour le MLC.
Ceux qui sont à l'intérieur dans les provinces sont intimidés à longueur des journées. On arrête les présidents des fédérations, on les met en prison, on ne les relâche pas, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Alors, démocratie naissante ou vestige de l'ancien régime, dans le Saint des Saints à l'Assemblée nationale, chacun trouve en tout cas sa place. Les kabylistes, les lumumbistes, les anciens rebelles et même les moboutistes. Seules les femmes, finalement, sont largement sous-représentées. Mais à l'heure où les débats sur le tourisme et les droits de douane animent l'Assemblée, une rumeur fait son chemin dans les coulisses du Parlement. La majorité, dit-on, veut modifier la Constitution pour que la fonction présidentielle ne soit plus limitée à seulement 2 mandats. L'opposition politique condamne la tentative insidieuse de violer intentionnellement l'esprit et la lettre de l'article 220. La crainte serait alors de permettre à Joseph Kabila d'être réélu à vie. Le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle sous peine de haute trahison. Les accusations de l'opposition sont graves, la presse embraye, la majorité dément. Personne n'a parlé de la prolongation du mandat du président de la République. Je dois vous dire que c'est du sensationnel. Personne n'a évoqué, personne n'a dit, personne n'a évoqué, personne n'a dit. Et c'est la fin d'une journée agitée pour les députés, l'heure de retourner au bercail. Devant le palais du peuple, les chauffeurs font tourner les moteurs. Monsieur le député, alors une quand même toute belle voiture là. Ah oui, bien sûr, elle est belle. Hein. Combien coûte une voiture de ce type-là? Je sais pas, vous êtes en Europe, nous moi je l'ai acheté ici, je crois que pas trop cher quand même. Il faut avoir le moyen pour mieux faire la politique en République démocratique du Congo. Pour certains, je pense pour ceux qui veulent vraiment le faire. Sinon, vous êtes affamés, vous n'avez pas assez de moyens. Je pense que l'objectif est de faire plaisir à la population, de m'occuper de la population, comme l'a fait tant d'autres, le maire Teresa et les autres. En fait, je suis le maire Teresa de la politique en République démocratique du Congo. Francis Kalombo est aussi un homme d'affaires. Il ne fait pas de la politique pour s'enrichir personnellement, se défend-il. Il était riche avant d'accéder au pouvoir, dont acte. Au Congo, les différences sont visibles, énormes entre les élus et la population. Les nécessiteux sont partout et c'est vrai que les députés, quelles que soient leurs affinités politiques d'ailleurs, sont sollicités de toutes parts. Moi-même étant issu d'un milieu pas très riche, je comprends, je reconnais que ce n'est pas une bonne méthode, mais à mon corps défendant, je suis obligé de puiser dans ma caisse personnelle, dans mes affaires privées pour faire face tant soit peu aux revendications ou bien aux doléances de la population. Alors le système ne crée-t-il pas une confusion entre mission politique et caisse de solidarité? Aux consultations de l'honorable Francis Kalombo, la cour d'attente en tout cas est comble tous les vendredis. Les habitants de Kinshasa viennent interpeller leurs députés. Bonjour maman. Ça va? Et souvent solliciter sa générosité. Je suis venue vous demander l'aide compte tenu de ma situation. À la maison, j'ai 5 enfants, mon mari ne travaille pas. Mais est-ce qu'il cherche du travail, votre mari? Il fait des coups de main. Les Kinois se présentent avec leur lot de problèmes et de difficultés. Le député passe des coups de fil, fait jouer ses réseaux et mobilise ses relations. Bon, moi, je peux vous donner le peu que je pourrais avoir, comme ça peut vous permettre... Souvent, il mettra la main à la poche. Ici, $100. Hein? Et puis, bien gérer, puisqu'il ne suffit pas de croire qu'à chaque fois, on peut pouvoir le faire. Il n'y a pas de sécurité sociale ici. L'assurance maladie n'existe pas. Il n'y a rien. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un. Alors, face à ces vides-là, où peut-être la famille est démunie, les gens font recours à nous. Est-ce que c'est ça, acheter une popularité? Non, je ne pense pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et bien voilà, donc il reste $1 300. $1 300. Le budget de la journée ne sera peut-être pas suffisant pour contenter tout le monde. Mais en attendant une véritable politique sociale au Congo, Francis Solution gère simplement l'urgence. Il déclare ne pas avoir d'alternative.
Nous retrouvons Thérèse Olenga, vous êtes ministre de la ville de Kinshasa, ministre provinciale. Vous nous avez rejoint, Thomas Louaka, vous êtes député, vous êtes aussi secrétaire général adjoint du MLC, le principal parti d'opposition. Alors Thérèse Olenga, est-ce qu'il vous arrive vous aussi de devoir, comme dans le reportage, comme on vient de le voir, de devoir mettre la main à la poche et de donner ? Je vais vous parler franchement que la meilleure réponse, c'est organiser le système de sécurité sociale. Ainsi, on aura répondu de manière durable aux problèmes de la société. Et pour cela aussi, il faut amener le Congolais à l'esprit d'entrepreneuriat. Il faut offrir des opportunités de travail de manière à élargir notre assiette budgétaire. Mais est-ce que vous avez des pressions? Est-ce que vous devez aussi parfois mettre la main à la poche? Les pressions existent indubitablement et notre coutume veut que la générosité soit de mise. Mais vous savez, quand on résout un problème aujourd'hui, on ne sait pas répondre à tous les problèmes d'une personne et encore moins le refaire demain et après-demain. Thomas Louaka, est-ce que le Congo est vraiment un pays démocratique? Est-ce que vous pouvez faire comme vous le voulez votre travail d'opposition? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, il y a un malentendu même sur la démocratie. Nous sommes allés aux élections en 2006, nous les intellectuels, les évolués, comme les Belges appelaient un peu l'élite. Nous avons voulu régler un problème intellectuel, les questions de la légitimité. La population espérait que la démocratie allait améliorer les conditions de vie, mais aujourd'hui, concrètement, dans la vie politique telle qu'elle se passe, il y a une démocratie de façade. On dit parfois que les militants de l'opposition sont harcelés et aussi les militants des droits de l'homme. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? Nous avons fait ces élections démocratiques en 2006, mais les structures de l'État qui sont restées, c'est les structures de l'État dictatorial de la Deuxième République qu'on n'a pas démantelé. Et les structures et les mentalités sont restées en place. Aujourd'hui, les agents des services de renseignement se comportent en police politique, comme à l'époque du maréchal, surtout à l'intérieur du pays. Au niveau national, je peux vous donner un exemple pour vous dire que quand on dit démocratie, liberté de langage, je ne passe pas sur la télévision nationale parce que je suis de l'opposition. Mais dans la rue, les gens sont quand même très critiques, hein. On peut quand même dire beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Les gens sont critiques, disons, dans l'informel. Mais celui, nous, peut-être parce que nous avons l'immunité parlementaire, nous pouvons critiquer, mais la démocratie, nous pouvons lui dire, s'exerce dans un îlot qu'on appelle le Parlement. Thérèse Olenga, on dit parfois que les droits de l'homme ne sont pas respectés, surtout dans le pays. Il ne faut pas trop critiquer. Vous observez la population, observez la presse, observez la télévision, observez ce qui se passe. On n'avait jamais autant parlé, autant critiqué qu'on le fait aujourd'hui. C'est vrai, effectivement, mais parfois... nous avons des structures aujourd'hui et nous avons des institutions telles que le Parlement, le milieu par excellence où on peut apporter une voix contraire. Et dans les médias, cela se fait. Il ne faut pas confondre la possibilité d'organiser chaque manifestation quand on le veut, surtout qu'il y a tellement d'initiatives qu'on peut en avoir 4, 5, 6, 10, le même jour, à la même heure, pratiquement aux mêmes endroits. Ça suppose qu'il faut une prise en charge sur le plan sécuritaire. Et là, on dit non, il faut doser, il faut régulariser, il faut harmoniser. Peut-être que la situation dans le pays, Monsieur Louaka, est différente de celle de Kinshasa. Oui, tout à fait. Il y a une petite particularité à Kinshasa, peut-être due à la présence de la communauté ou des représentants, beaucoup d'expatriés, beaucoup d'ONG, mais à l'intérieur du pays, nous recevons des rapports de la population et de nos militants. La situation sur les droits de l'homme est catastrophique. Alors on entend souvent ici, Madame Olenga, vous êtes responsable politique, on entend souvent que le vrai pouvoir, c'est le président Kabila, voire son entourage, que c'est là que se prennent vraiment toutes les décisions. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Non, je vais vous dire que le chef de l'État, par la Constitution, il n'a pas été élu que pour inaugurer les chrysanthèmes. Il a une vision et c'est sur son programme d'ailleurs qu'il a été élu. Il est important qu'il puisse assurer les suivis et il est important que son cabinet apporte la main à la pâte, surtout sur le plan de la réflexion. Mais le centre du pouvoir, le chef du gouvernement, reste le Premier ministre, raison pour laquelle d'ailleurs il est interpellé au Parlement. Et c'est lui qui justifie de son action et vous ferez mieux de lui poser la question, lui. Thomas Louaka, qui dirige selon vous? Non, le pays, la réalité est que le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir politique, est situé à la présidence de la République, contrairement à l'esprit et à la lettre de notre Constitution, où nous avons voulu éviter le piège de l'homme providentiel. On a l'impression que la majorité actuelle verrait nous ramener vers un homme fort, un homme providentiel, qui serait Joseph Kabila.
Alors le Congo est sorti récemment de 10 années de guerre, mais la situation reste critique dans plusieurs régions. Avec ses 10 000 km de frontières, ses 9 pays voisins, le Congo doit pouvoir compter sur son armée et sur ses 120 000 soldats. Mais le pari est loin d'être gagné. Voyez ce reportage. À 4 heures de route de Goma, l'armée congolaise est en opération pour couper la retraite à des rebelles hutus rwandais toujours actifs dans la région. 270 hommes sont mobilisés pour l'occasion, anciens rebelles locaux, ex-partisans Tutsi de Laurent Nkunda, le côté hétéroclite de l'armée congolaise saute aux yeux. Si la nourriture fait défaut ou que les soldats ne sont pas payés, ces hommes sont tentés de reprendre leurs habitudes de maquisards, se servir sur la population. Je viens du CNDP de Laurent Nkunda. Notre intégration dans l'armée congolaise s'est plutôt bien déroulée. Le seul problème que nous rencontrons maintenant, c'est l'argent. Notre solde n'est jamais payé à temps. Est-ce que c'est le chef militaire qui donne l'argent ou c'est quelqu'un d'autre? C'est le commandant qui nous paie, normalement à la fin de chaque mois. Les commandants auraient une fâcheuse tendance à empocher cette solde. Quant à la nourriture, on tente de nous faire croire que ces rations sont distribuées quotidiennement. Et il y en a pour tout le monde? Oui, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour faire le feu. Et vous avez quelques boîtes dedans. Papier mouchoir. Ici, vous avez les ingrédients, le café. En réalité, il s'agit de rations des casques bleus. Les soldats congolais n'y ont droit que lors des opérations conjointes. La population locale se méfie donc de cette armée. Alors, l'état-major a mis en place un numéro de téléphone d'urgence. Tout désordre de la troupe peut y être signalé. Mais les appels sont rares. Nous avons tenté de savoir pourquoi. La population locale n'a pas ce numéro, on ne l'a pas. Mais si, on l'a. Mais quand on le trouve et qu'on l'appelle, ils arrivent toujours en retard. Est-ce qu'ils se méfient de l'armée congolaise? Ce sont les militaires eux-mêmes qui viennent vers 19, 20 heures, un peu partout dans le quartier pour piller les gens. Certains pilleurs ou violeurs se retrouvent pourtant à la prison de Goma. Je me suis promené le soir, je me suis croisé avec une demoiselle, c'était tout un groupe de demoiselles, elles étaient 5. Et maintenant j'ai sollicité une, nous sommes convenus, puis je suis passé nuit avec cette fille-là. Maintenant on a dit non, je me suis accouplé avec une fille qui n'avait pas l'âge. En un an, le nombre de ces prisonniers a diminué de moitié. Un phénomène que le général Mayala n'hésite pas un seul instant à attribuer à la nouvelle discipline qui règne dans ses rangs. Les gens ont peur parce qu'il y avait l'impunité qui existait. Et maintenant, avec les punitions, les différentes punitions qui sont entrées aux militaires, ça donne quand même un exemple à suivre. Les militaires ont peur maintenant de poser un acte négatif. Des actes négatifs, certains chefs de l'armée congolaise continuent à en commettre. Plusieurs ONG congolaises les ont dénoncés et en cas d'opération conjointe, la MONUC ne veut plus voir certains gradés congolais sur le terrain. Ce sont des gens qui sont accusés d'avoir violé les droits de l'homme dans le passé, mais dont la culpabilité n'est pas encore prouvée. Les militaires que nous aidons doivent être absolument irréprochables en matière de respect des droits de l'homme. Le général Mayala encaisse la critique, mais se justifie. Nous sommes une armée jeune. Nous avons accepté de prendre n'importe qui faire partie de cette armée. Et ça, c'est pour le prix de la paix. Nous allons procéder à un recrutement. Nous allons poser un certain nombre de critères à respecter. Vous ne remplissez pas les conditions, on vous met dehors. Ça, c'est le choix. Nous n'avons pas fait ça. Donnez-nous le temps et nous allons mollo. Et nous sommes presque au bout du tunnel. C'est la population congolaise qui paye le prix de cette paix. Et elle estime que ce prix est encore et toujours trop élevé.
Freddy Moulumba, vous êtes journaliste, directeur au quotidien Le Potentiel. Le Congo a connu plusieurs guerres ces dernières années. Est-ce qu'il dispose aujourd'hui d'une armée fiable? En tout cas, il n'y a pas d'armée depuis que le Congo a connu donc, la guerre d'agression. Nous avons actuellement, je dirais, un peu des milices. À travers le système de brassage et de mixage, on a récupéré tous les rebelles, les pilleurs. C'est eux maintenant qui composent notre armée. Donc c'est pas une armée. Il n'y a pas d'armée. Donc demain, le Congo ne peut pas se défendre s'il est agressé. En tout cas, c'est difficile que le Congo se défende s'il est agressé. Alors comment se fait-il que le gouvernement réclame le départ de la mission de la paix de l'ONU qui est ici depuis plusieurs années et ce, dans les mois qui viennent? Oui, je pense que peut-être le gouvernement a ses raisons, mais normalement, il faut que la MONUC parte, quitte un peu le pays, qu'elle laisse les Congolais seuls se battre pour mettre en place une armée républicaine et nationale. Mais s'il n'y a pas d'armée et que la mission s'en va demain, ça risque d'être à nouveau le chaos? Il risque d'y avoir de nouvelles guerres? Je ne pense pas, madame. Je pense que les Congolais sont mûrs pour se mettre ensemble et trouver une solution aux problèmes militaires, aux problèmes de la sécurité. Sans l'aide internationale, le Congo ne pourrait pas survivre. Parmi les donateurs, il y a l'Union européenne, la Banque mondiale ou encore les pays amis comme la Belgique qui donnent environ 120 millions d'euros par an. Mais depuis quelque temps, de nouveaux partenaires sont apparus, comme la Chine par exemple. Ce sont les Chinois qui construisent par exemple ces